Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le 18h aujourd'hui de ce jour de Pentecôte de bœuf, comme dit mon ami Justin, qui a beaucoup d'humour. En tout cas, est-ce un jour férié ou pas? La question mérite d'être posée. Si vous êtes baladé comme moi dans les rues de Nantes aujourd'hui, ça ressemblait plutôt à un dimanche. Néanmoins, nous sommes là aujourd'hui sur le pont et on va tâcher de passer une bonne émission ensemble. Et nous allons tout d'abord parler de la RAMO, la rencontre annuelle des musulmans de l'Ouest qui avait lieu ce week-end à la mosquée As-Salam de Nantes. On fera le compte-rendu avec notre premier invité, Mohamed Guéroumi. Puis, je recevrai Caroline Grimaud du 14A et Elsa Gambin, chroniqueuse cinéphile de Télé Nantes, mais également de la Radio Prune, pour débriefer sur le festival de Cannes. Et oui, ces deux Nantaises y étaient, sur la Croisette. Et elles vont revenir avec nous sur le festival, toute cette pression et son incroyable palmarès. Et en fin d'émission, nous retrouverons Delphine de kidiclick.fr. C'est le site des sorties en famille du 44. Avec elle, on ira à Frossé pour découvrir Défi Nature. Et puis, elle nous annoncera aussi un événement dont on va beaucoup parler. C'est la vélo-parade qui aura lieu le 3 juin à Nantes. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite. Et tout de suite, j'accueille Mohamed Guéroumi, le responsable de la communication de l'AIOF, l'Association islamique de l'Ouest de la France. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour revenir sur cette RAMO. C'est les rameaux à la Pentecôte, ça nous a fait un petit peu sourire évidemment. Mais RAMO, ça signifie Rencontre annuelle des musulmans de l'Ouest. C'était la 7e édition qui avait lieu ce week-end à la mosquée As-Salam à Nantes, dans le quartier Malakoff. Est-ce que vous pouvez d'abord nous redire, alors même si c'est la 7e édition, tout le monde n'est pas familier de ces rencontres, à quoi elles servent? C'est quoi la vocation de ces 2 journées de rencontres? Elles servent quand même déjà à plusieurs choses. La première, c'est la rencontre de tous les musulmans à travers le territoire de l'ouest de la France. Ça s'étale en Bretagne, Vendée, un peu du Poitou-Charentes et puis du Maine-et-Loire. Donc, ce sont tous ces musulmans qui veulent échanger un peu, disons, de leurs habitudes, de leur vie quotidienne. Un petit de leurs peu, interrogations voilà. aussi, éventuellement. Et c'est une rencontre, en fin de compte, qui a un caractère de fraternité, ce qu'il faut appuyer. Et puis, la deuxième chose, c'est que cette rencontre, elle a un but pédagogique. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Parce que nous organisons toute une série de conférences dans la grande salle de prière de la mosquée Salam. On a également des ateliers qui sont tenus par des personnalités. Et donc, il y a cet échange de connaissances, de savoir dans cette rameau. Oui, parce que même si on est croyant, on a toujours besoin aussi de s'instruire, justement, sur les textes, sur l'interprétation des textes. C'est aussi le sens de ces rencontres-là, de continuer à mieux connaître sa religion. Absolument. Et d'ailleurs, le thème de cette année, de cette rameau, était la voie du changement. Bon, moi, je dirais aussi le changement de voie, si l'on veut. Je veux dire par là, c'est que on peut très bien avoir la foi. La foi, c'est la croyance en Dieu et en toute sa créature, et toute sa création, plus exactement. Et ce que je voulais dire, c'est que l'interprétation des textes nécessite quand même une certaine connaissance, et là nous disposons à l'heure actuelle d'un savoir scientifique contemporain qui est très riche, alors que nos textes, l'interprétation de nos textes est restée figée pratiquement depuis 9 siècles. Donc il y a quand même une tendance qui permet de voir qu'il y a une ouverture sur l'interprétation et sur l'adaptation des textes en fonction de l'actualité, de la vie que l'on mène actuellement. Oui, ça fait aussi écho à des courants qui existent dans l'islam, des courants plus traditionnalistes qui vont continuer cette interprétation, même si elle date de 9 siècles, et continuer à croire dans cette interprétation, et d'autres qui, justement, comme vous le disiez, sont peut-être plus ouverts et relisent les textes à la lumière d'aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est ça le challenge qu'on voulait montrer cette année, c'est de montrer qu'il y a, à travers nos différents invités, des éminentes personnalités du culte islamique, qu'il y a des tendances effectivement traditionnalistes et d'autres qui sont plus réformistes. Donc, ce qui permet, cette confrontation de 2 tendances. Et ça enrichit les connaissances, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas
comment dire, une hiérarchie en islam. Il n'existe pas de hiérarchie. Donc ça permet... Donc il n'y a pas une lecture imposée de façon pyramidale. Non, absolument pas. Chacun absolument pas. Il faut voit que sa chacun foi. soit convaincu de ce qu'il croit, en ce qu'il croit. Ça, c'est primordial. En tout cas, il y a eu un beau succès quand même pour cette rencontre de ce week-end. Plus de presque 5000 personnes le samedi, 5000 personnes le dimanche. Donc ça faisait quand même pas mal de monde à Nantes. Et vous avez été surpris de ce succès et de gens qui venaient même au-delà de l'Ouest. Hein. Absolument. C'est d'ailleurs la première fois qu'on constate une telle affluence. On a remarqué qu'il y avait des gens qui sont venus déjà de Rennes, donc ça nous a déjà étonnés. Et ensuite, on a vu des gens qui venaient de Marseille. Et même, ce matin, j'ai eu un message d'une personne qui est venue d'Allemagne directement. Et cet attrait pour Nantes, oui, s'explique comment C'est un attrait. Bon, on communique énormément. Voilà, c'est notre association, la IOF, communique énormément dans toutes ses activités, dans toutes ses actions. Et ça, c'est surtout dans les réseaux sociaux, par Internet, on arrive à toucher beaucoup de gens et à leur faire comprendre ce que c'est que l'islam et l'islam ici en France. Je ne saurais pas dire de France parce que bon, c'est un islam, c'est la religion, tout simplement. Alors en tout cas, c'est vrai que vous avez reçu aussi sur ce plateau plusieurs fois au mois de janvier au moment des attentats et aussi les musulmans ont été pas mal questionnés, vus un peu différemment aussi par les autres concitoyens du fait des événements. Est-ce que ces événements, ils sont toujours présents dans les esprits des musulmans? Vous l'avez constaté ce week-end. Est-ce qu'il y a toujours aussi ce changement de regard que constatent les musulmans ou pas? Alors, je vais vous étonner un petit peu. Cette rameau, on a pu constater une affluence encore très importante de personnes qui sont non musulmanes. Et d'ailleurs, parmi ces non-musulmans, il y a des chrétiens. Les juifs n'ont pas pu venir parce que bon, il y avait eu des cérémonies du culte israélite, donc ils ne pouvaient pas se déplacer. Mais on a eu beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans. Et cette rencontre a permis cet échange entre musulmans et non-musulmans, entre jeunes et moins jeunes, etc. Donc, ce qui fait que c'est une espèce de symbiose dans le vivre ensemble. On démontre de cette façon ce qu'est le vivre ensemble. Ce qu'il faut rappeler maintenant, c'est que ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient et puis tous les actes terroristes qui se sont déroulés au mois de janvier, et puis donc ce sont des actes qui sont complètement étrangers à l'islam. Le problème, ce que nous ressentons, c'est quelque part une gêne, une profonde gêne, une profonde tristesse de voir qu'on attribue des actes à une religion qui prône la paix. Et quand je dis la paix, c'est la véritable paix. L'islam porte en lui-même le mot paix. Voilà. Donc c'est une façon de redire aussi ce message que vous aviez également porté en janvier, de vivre ensemble et de compréhension avec aussi ces Français musulmans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on accueille Caroline Grimaud et Elsa Gamba pour parler du Festival de Cannes. Bonsoir Elsa, pour le moment vous êtes seule. Oui, là je suis toute seule. Voilà, c'est ça. Caroline fait et elle est partie au 14h, puis elle revient. Voilà, elle fait la navette, c'est le mot qui me manquait. En tout cas, vous étiez bien à Cannes aussi pour ce 68e festival. Alors juste, on connaît votre visage, vous êtes déjà venu sur ce plateau pour faire des chroniques cinéma, mais vous œuvrez aussi surtout pour la Radio Prune. Et vous étiez à Cannes pour la Radio Prune. Vous avez livré une chronique quotidienne de 8 à 10 minutes tout de même pendant ce festival. Et vous avez vu 30 films en 10 jours. 30 films. Et vous n'avez pas les yeux qui saignent encore, ça va? Je suis fatiguée là, mais la maquilleuse fait des miracles. Dani je suis très fatiguée. A fait des miracles. On avait envie de revenir aussi avec vous parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de Nantais qui vont à Cannes. Vous, voilà, des chroniqueurs, des journalistes, des gens des salles d'art et d'essai comme Caroline, dont je monte sa chaise vide, ou Emmanuel Giboulot du cinématographe. Les Nantais sont à Cannes. Et on avait envie quand même de savoir ce que vous pensez du verdict, du palmarès. Donc on va d'abord regarder un petit extrait de la Palme d'Or. C'était 10 pannes, je crois qu'on dit ça comme ça. 10 pannes, le film de Jacques Audiard qui a remporté la Palme d'Or hier soir. Voilà un court extrait, on en reparle après. என்ன பேர்
Don't trust him. எல்லாம் மாதிரி ஞாபகம் இருக்கும் பெரிய பிளான் நாங்கள் பெரிய நீ ஒழுங்காக படிக்கணும் போய் ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம் மற்ற பிள்ளைகள் மாதிரி வடிவாக படித்து உடஞ்சி கதைக்குவோம் இல்லாட்டி எல்லாம் திருப்பி பண்ணி போடுவாங்க ஒரு எனக்கு ஊருக்கு எதுவும் போய் விருப்பமா விருப்பமா எனக்கும் விருப்பம் இல்லை என்ன பேர் படிக்க முறையா எலும்பு போ Tandis que Caroline Grimaud nous a rejoint. Merci d'être avec nous. De rien. Nous a rejointe, même, je devrais dire. Donc, on a vu un petit extrait de ce Dipan de Jacques Audiard. Jacques Audiard qui avait quand même déjà eu une récompense en 2009 pour Le Prophète. Mais là, cette palme, elle est un peu contestée. Vous aussi, vous n'êtes pas trop d'accord avec ce choix du jury, hein? On n'est pas hyper enthousiaste. Ouais. On n'est pas enthousiaste du tout, ouais. Et pourquoi donc? Pour moi, parce que le film n'est pas bon, en fait. Oui, tout simplement. C'est la raison la plus légitime. Non, d'abord, c'est pas son meilleur. Clairement. Déjà, effectivement, c'est pas son meilleur, c'est pas son plus intéressant. Il est largement en dessous d'un Prophète et de Rouillet-d'Os. Enfin, voilà, clairement. Souvent, on récompense en même temps les cinéastes, pas sur leur meilleur film, j'ai remarqué. Donc, voilà. Et ensuite, de mon point de vue, il y a eu un discours qui véhicule derrière qui, moi, me plaît pas. Alors, on peut pas trop spoiler, évidemment, parce que nous, on l'a vu, mais on peut quand même dire que c'est un petit peu Fox News. C'est un petit peu Fox News quand même. Sa vision de la banlieue de Jacques Audiard, c'est un petit peu Fox News. Oui, parce que c'est ça le sujet. Donc, on a un Sri Lankais qui arrive en France, c'est ça dans les... Il est tigre tamoul, carrément. Enfin, je veux dire, il fait la guerre au Sri Lanka et il vient en France avec une fausse famille. Il se construit une famille pour pouvoir avoir des papiers, ça, on peut le dire, voilà. Et on a une vision de la banlieue qui est un peu contestable, la banlieue française qui est contestable. C'est un cataclysme. C'est une no-go zone. Là, pour le coup, on peut utiliser le mot. Il fait de cette banlieue française, il fait un homme qui passe d'une guerre à l'autre, clairement. Donc ça, déjà, c'est contestable. Enfin, moi, je trouve, opposer une véritable guerre, j'entends dans un pays en guerre, avec une banlieue française, c'est limite. Et il fait une no-go zone, quoi. Et en plus, on ne va pas la spoiler, mais il fait une happy end qui voudrait dire que ça n'est qu'en France, dans toute l'Europe, qu'il y a ces no-go zones. Donc c'est un petit peu inquiétant. Et à un moment, il tire sur... Enfin, c'est toi qui le disais, avec grande justesse, Elsa, il tire sur le Besson. Moi, je trouve qu'il y a un final. Avant le happy end, on a un final à la Besson, en plus. Ouais. Assez déroutant. Ça fait beaucoup. Assez déroutant. Mais quand on dit Besson, en plus, ça va pas avec l'histoire de Palme d'Or. Il y a un truc qui va pas, quoi. Ça cloche, quoi. Mais final à la Besson, ça veut dire un peu commercial, un peu il y aura de la fumée. Hein. Il y aura de la fumée et il y aura un héros seul contre tous qui en butera 12 avec une cartouche de 6 balles, quoi, avec un barillet de 6 balles. C'est ça le programme. Dit comme ça, on n'a pas l'impression qu'on parle d'Audiard. Non, on n'a pas trop envie d'aller le voir, en fait. En tout cas, vous nous dissuadez. Mais bon. Après, le film n'est pas complètement inintéressant. Audiard, il dit mon acte politique, c'est de prendre des inconnus sri-lankais comme acteurs. Et c'est pas complètement faux. Cannes... tous les films, à part les films français, et le Moretti, quasiment, enfin pas tous, mais presque, étaient en langue anglaise. C'est perturbant quand même. Et le palmarès n'a pas récompensé ça complètement. Donc ça, c'est parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres Français aussi au palmarès. On va y venir. Jacques Audiard pour la Palme d'Or, mais aussi le prix d'interprétation masculine à Vincent Lindon et le prix d'interprétation féminine, alors partagé avec la comédienne de Carole, mais le prix d'interprétation féminine à Emmanuel Berco pour Mon Roi. Alors ça, c'est pareil, très contesté aussi, cette Palme d'Or d'interprétation féminine. Enfin, les réactions ont été assez interloquées. Là, moi, je vais reprendre carrément les mots de Pierre Murat-Télérama. Je trouve que c'est carrément insultant comme prix d'interprétation féminine. C'est insultant d'abord envers Kate Blanchett, puisqu'ils ont choisi que Rooney Mara. On aurait pu penser qu'ils auraient mis ex aequo les deux. Je trouve que c'est insultant envers le métier d'actrice, parce qu'elle n'est pas très bonne, Berco. Enfin, c'est pas une excellente actrice. Elle est too much dans ce film, elle surjoue, elle est en hystérie totale. Et puis surtout, il y avait mieux à côté, quoi. Il y avait Vincent Cassel qui jouait mieux déjà aussi dans le film. Il y a Vincent Cassel qui joue mieux dans le film. Et en tant que femme, il y avait l'actrice de Moretti, Margarita Buy, je crois. Qui était nettement au-dessus. Il y a Zhao Tao, je crois, l'actrice de Mountain May Depart, de Jia Zhangke, qui
qui était grandiose. Qui est sublime, qui interprète 3 générations. Alors, il y a aussi Vincent Lindon. Alors, lui, c'est moins contesté quand même. Alors, peut-être moins sur ce film que pour l'ensemble de sa carrière ou pour le personnage, car c'est un capital sympathie aussi. Mais voilà, pour La loi du marché, prix d'interprétation masculine, là, c'était plus acceptable. Et puis, on voit aussi peut-être une sélection un peu politico-sociale aussi dans les thèmes des films. Non ? Elle est... Non. On ne voit pas votre tête, là, que vous faites, la grimace que vous me faites. Je vois les images de Vincent Lindon. Elle l'est, enfin, où elle se veut comme ça, enfin, le palmarès se veut comme ça. Ouais. Elle s'affiche politico-sociale alors que toute la sélection ne l'est absolument pas. Et en plus, ne montrer que la dimension politico-sociale du cinéma français, c'est un peu dommage, un peu réducteur, et c'est une vision qu'a 10 ans. Ouvrir avec la tête haute, pourquoi pas. J'ai pas vu La loi du marché, qui je pense est un dispositif intéressant, un film et Lindon un grand acteur, mais la sélection française, elle n'était pas. Voilà, sur l'histoire d'un chômeur qui est un peu broyé par le système. Enfin voilà, ça dénonce un truc aussi nouveau ça. qu'on n'a jamais vu. Sur la forme, on l'a jamais vu, je crois. Non, mais c'est surtout que faire des films sociaux, ça n'empêche pas de faire des bons films. Ouais. C'est ça qui est le plus embêtant. Enfin, La loi du marché, oui, le dispositif est bon. Je trouve, alors qu'ils filment ça soit en plan fixe, soit que des plans séquences, donc, mais ils les enchaînent comme ça, et très long. Donc à un moment donné, on a quand même, je sais pas combien il a fait le plan, 10 minutes. Donc 10 minutes au cinéma, c'est quand même très très long, sur une négociation de prix de la vente d'un mobil-home, quoi. C'est vrai. Mais pourtant, ça tient, moi, je trouve. Enfin bon, moi, je l'ai vu hier, je donne mon avis sur celui-là, c'est tout. Mais... On est content. Mais en termes de film social, que celui-ci soit dans la compétition officielle du plus grand festival de cinéma du monde, moi, je trouvais que le film de Pierre Jolivet, enfin Jamais de la vie, avec Olivier Gourmet, il y a quelques temps, était aussi bon. Ouais. Et Olivier Gourmet aussi bon aussi, d'ailleurs. Alors moi, je n'ai vu que Jamais de la vie, qui n'est pas mon film préféré, français préféré. Donc je ne le trouve pas forcément... Enfin, et j'ai pas encore vu La loi du marché. Donc, Bon, on a l'impression de refaire un masque à la plume avec vous, c'est sympa, notre petite échelle. Non, mais c'est juste parce que ça ne nous transcende pas, en fait. Mais oui, mais alors justement, on va entendre des choses qui vous ont un peu plus transcendé. Vous, votre palme, alors vous êtes d'accord là-dessus, ce serait Mountain May Depart. Vous auriez donné la palme à ce film. Adja Janké, oui. Et pourquoi alors ? Pourquoi celui-là ? Parce que c'est absolument... C'est bouleversant, et c'est bouleversant d'émotion par l'esthétique et par la mise en scène. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il nous emmène pas où on pense. Il ne nous montre pas ce qu'on pense qu'il doit nous montrer, et il remplace ça par une autre séquence aussi puissante, aussi forte, aussi émouvante. C'est une histoire d'amour à 3 qui devient un destin sur 30 ans d'une femme, de ses amoureux, de son enfant. Ça se passe entre la Chine et l'Australie en 2025. Et là, il y a vraiment une proposition de cinéma, il y a vraiment quelque chose de... Il y a du souffle, c'est épique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis entièrement d'accord. Non, c'est magnifique. Non, mais là, il y a une vraie écriture d'abord. Il y a quelque chose sur le papier. Il y a un scénario qui tient la route, qui est dense, qui est emballant, et c'est sublime. C'est-à-dire qu'il y a rien de... Il y a rien qui est foiré, quoi. Rien à jeter. Il y a rien à jeter, c'est magnifique. Tout est bon. Et effectivement, en plus, cette dernière partie, qui est celle qui se passe en 2025 en Australie, est extrêmement surprenante. On s'y attend pas du tout. Complètement en décalage avec ce qu'il fait d'habitude. Il reste en Chine. Enfin, c'est magnifique. J'ai pleuré. Ah voilà. Moi aussi. Vous pleurez, Non, mais vous êtes lacrymal. Mais c'est la seule La dernière fois. Mais c'est la seule fois du festival. Vous avez pleuré. Un film qu'on verra au 14h, évidemment. Oui. Comme les précédents. Comme les précédents aussi. Et d'ailleurs, le rôle aussi, vous, aller à Cannes, c'est aussi pour faire votre petit marché, ramener des choses qu'on va voir dans les salles du 14A. Alors c'est moins dans la sélection officielle que dans les sections parallèles. C'est aussi ce qu'on dit souvent de Cannes, que ça se passe, les choses se passent aussi dans les sections parallèles. Vous avez... Surtout cette année. Ouais. Surtout cette année. Donc vous avez pu repérer quelques films Oui, tout à fait. Disons que les films de la compétition officielle, souvent, on va les passer parce qu'effectivement, ils sont attendus. Ce qu'on en pense, nous, c'est pas forcément ce qu'en penseront tous les spectateurs, et ils ont le droit de se faire leur opinion. Par contre, on a repéré à la quinzaine, moi je retiens 2 films. C'est Fatima de Philippe Faucon. On est pour parler avec le distributeur pour qu'il vienne. Après, c'est toujours des questions de date, mais ça devrait être possible. Et puis, ma caméra d'or personnelle, Mustang, un film turc qui est une espèce de Virgin Suicide sur les bords du Bosphore, qui est assez bluffant. Ça, c'est pour la quinzaine. À la semaine de la critique, 2 films. La caméra d'or, Tierra y Sombra, qui est un film colombien assez somptueux, qui raconte
une fois de plus, l'histoire des Colombiens pauvres exploités, mais qui prend un biais très intéressant pour la raconter, qui passe par le père qui revient avec que des personnages bons et bienveillants, quelque chose de vraiment très fort. Et puis un film français surprenant dont Elsa parlera encore mieux que moi. Moi qui n'aime pas... Ah non, pas non, celui-là. non. Celui-là. Ça, c'est à la semaine de la critique. C'est Ni le ciel, ni la terre. Alors là, de Cogitor. Hein. ouais, Faut là, prendre c'est des une notes, en claque. fait, pour remplir son agenda pour Là, les c'est une prochaines claque. sorties. On en reparlera après. Oui. De toute façon, en temps voulu, dès qu'ils Ouais. sortiront, souvent des films qui sortent à l'automne au Festival de Cannes. Là, c'est une claque de cinéma aussi. Quoi. Ouais. Enfin, c'est une proposition. Quoi. Bah, il nous reste très peu de temps. Peut-être un petit souvenir, une petite anecdote de cette édition. Je crois que vous, Elsa, vous en avez un souvenir. Oui, une petite anecdote Le buzz. sur le buzz de Cannes 2015, qui est souvent la séance de minuit, qui était le dernier film de Gaspard Noé, qui avait déjà fait scandale il y a quelques années avec Irréversible, où les gens sortaient de la salle sur la scène de viol. Ouais. Là, il revient avec un porno en 3D. Ça, c'est pas mal quand même. Vous avez loupé ça, Caroline. Oui, j'étais couchée. Le problème, c'est qu'elle n'a rien loupé. Ça fait beaucoup de buzz, mais en fait, ça fait flop. Quoi. Ouais. Ça fonctionne pas vraiment, sauf la 3D. Un porno en 3D, c'est assez rigolo. Ah oui, ça, c'est quand même inédit. Ceci étant, c'est pas très très bon. D'accord. C'était juste pour Bon, le... oui, pour le petit clin d'œil. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit débrief de Cannes. On va vous laisser vous reposer aussi. Rendez-vous demain, c'est ça, sur Prune, pour faire aussi la suite du débrief. Sur Prune pendant 2 heures de 17 à 19. Ouais. Voilà, on donne gros rendez-vous. débrief là. du coup. 92 FM, Ciné Pride qui démarre mercredi. Et rendez-vous, j'ai oublié l'invitation, à Ciné Pride qui démarre mercredi avec un film qui n'était pas à Cannes mais qui est magnifique, Lilting ou la tendresse, en présence de son réalisateur Voilà. Ankaou. Il faut venir le voir. Et tout de suite, on va accueillir Delphine pour sa chronique Sortie en famille. Et Delphine, vous avez 4 minutes. On a un petit peu mordu sur votre chronique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. On va partir à Frossé avec vous. Tout à fait. 25 minutes de Pornic et de Saint-Brévin, où on a été tester l'acrobranche avec les Kiddy Reporters. C'était vraiment sympa. Alors concrètement, on enfile des baudriers. Du coup, je fais vite. On enfile des baudriers. Puis après, on teste l'activité au sol. Ça peut se pratiquer dès l'âge de 6 ans. Et on vous a rapporté des photos magnifiques. Photos-souvenirs, ouais. En fait, ce qui est chouette, et je tiens à le souligner, c'est que Défi Nature, c'est un parc qui est situé à proximité d'un château, qui est le château de la Rousselière. Du coup, c'est un parc du 16e avec des arbres centenaires. Le site est vraiment, du coup, très, très beau. Et on a le droit de faire de l'acrobranche dans les arbres centenaires. Exactement, on a le droit de faire de l'acrobranche dans les arbres centenaires. Et du coup, voilà, les enfants s'en sont donnés à cœur joie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'adapter un petit peu au rythme de l'enfant. C'est-à-dire que certains, dès l'âge de 6 ans, ils vont être hyper à l'aise. Genre, ils font mougli, ils partent... et ils vont très très vite évoluer super bien dans les arbres, et d'autres ont besoin d'un petit peu plus d'encouragement et de surveillance. Mais il y a un côté qui est sympa, c'est de les inviter à se surpasser et puis de faire un petit peu des défis. Et mieux vaut ne pas avoir le vertige. Ouais, c'est mieux. Alors si vous avez le vertige, vous laissez tomber et vous faites le jeu énigme. C'est super, c'est une sorte de petit Koh-Lanta dans la forêt. Il y a 20 questions pour les enfants. S'ils sèchent, on peut les aider parce qu'il y a des niveaux de questions adultes. Et ça, ils ont adoré. C'était vraiment très sympa. Moi, je pourrais faire ça, parce que j'ai essayé l'acrobranche vertige. Ouais, pas d'acrobranche. et puis il y a vraiment, alors pour les papas que ça intéresse, il y a vraiment des choses, voilà, on les met au défi et on veut bien un petit peu de retour sur leurs expériences, parce qu'il y a un saut dans le vide de 15 mètres, Oula. un tube. Il y a vraiment des choses Vertigineuse. assez vertigineuses. Il y a du paintball aussi, j'ai vu. Et il y a du paintball, mais ça, je vous le recommande pas, parce que nous, chez Kiddy Click, on aime bien parler des activités qu'on peut faire avec les 0-12 ans, et je trouve que ça pique un peu quand même, le paintball. Voilà. Ouais, Plus on pour peut les voir. ados et les plus grands. Voilà. Il y a aussi le paintball. Donc c'est vrai que c'est un parc vraiment familial, où chacun peut trouver son compte dans les activités qui sont proposées. D'accord, donc ça, c'est le défi nature, c'est à Tout à Frossé, fait. c'est À ouvert. Frossé, à peu près tout c'est le temps. ouvert d'avril à octobre, Ouais. et toute Pour la Bodo. journée pour les week-ends, les jours fériés. D'accord, voilà, Et une puis, bonne ils ont un idée super site internet, vous pouvez aller voir. de balade. dans Et puis alors, de l'acrobranche, on va passer au vélo, sans transition. Ouais, tout On à monte fait. sur nos bicyclettes. Ben oui, vous avez dû voir les affiches. Nantes, en fait, va accueillir un congrès mondial du vélo urbain. Vélocity. Ouais, Vélocity en début juin. Et c'est vraiment un honneur, parce que c'est la première fois qu'une ville de moins d'1 million d'habitants accueille ce congrès. Et il y a une petite tradition dans ce congrès, c'est que les congressistes et les habitants de la ville qui reçoivent sont conviés à une grande parade à vélo dans la ville. Alors ça va se passer le mercredi 3 juin, ici à Nantes. Et c'est une belle boucle urbaine de 12 km à peu près, donc ça se fait tranquillement, c'est pas du tout une course. Et nous, on trouve que vraiment, c'est une façon sympa de découvrir la ville à vélo pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis pour les enfants, ça va être sympa, parce que les équipes du Voyage à Nantes Oui, c'est un petit avantage
l'avant-goût du voyage à Nantes, hein, c'est organisé par le. c'est ça. par le Et Val. puis il y a des petites surprises quand même. On a repéré des petites choses, mais on vous laisse découvrir. Ah bah si, ça donne envie de Nantais, moi, parce que j'ai vu que du coup, il y allait avoir des chaussées repeintes, des brumisateurs géants. Exactement, dans la rue de la Et des tunnels un peu redécorés, donc je me dis ça vaut le coup de se balader dans ces endroits-là du coup. Oui, tout à fait. On ne connaît pas. Et puis il y a un cyclovillage aussi sur le parc des Chantiers qui est chouette avec des initiations de Drésienne. Alors je ne sais pas si vous connaissez la Drésienne, c'est le petit vélo. Non, ce sont les pédales en fait. Ah, et c'est ça. Ah, oui. et c'est pour initier en fait les tout petits dès 18 mois aux joies du deux roues. C'est vraiment très sympa. Pour les convertir dès le plus jeune âge. Exactement. Ça marche très bien. Il y aura aussi des démos de BMX, les enfants adorent ça. Et donc ce sera l'après-midi en amont du départ de la parade. Ouais. Parce que la parade part à 17h30 du parc des Chantiers. Mais on vous conseille d'arriver vraiment à 16h30 pour prendre le départ tranquillement et puis profiter sereinement du programme. On prend date pour le 3 juin et tous à vélo. Ouais. Merci beaucoup Delphine pour toutes ces idées et puis plus d'idées évidemment sur kidiclick.fr. Merci beaucoup aussi à mesdames de nous avoir sauté de l'avion d'arriver à Nantes et de nous faire le compte rendu de Cannes. Et merci à vous de nous avoir suivis. À demain.